Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo YouTube où on va parler planification d'entraînement pour l'Aerox. Pour moi c'est un sujet hyper important parce que vous devez être capable de créer ou du moins de comprendre votre programmation d'entraînement en Aerox si vous voulez performer et progresser. C'est un sujet assez vaste, donc je vais essayer d'être le plus précis possible sans trop rentrer dans les détails afin que tout le monde puisse comprendre ce que je peux raconter dans la vidéo. Ce qu'il faut juste savoir avant de commencer, c'est que tout dépend du contexte, comme pour beaucoup de choses, mais j'insiste bien là-dessus, tout dépend du contexte dans une planification d'entraînement et tout doit être adaptable en fonction du profil de l'individu. Donc ce que je vais donner, c'est des idées un peu larges de comment s'y prendre pour créer une planification d'entraînement en Aerox. C'est en aucun cas une vérité absolue. Et c'est pour ça que je laisse les personnes être un peu curieux de leur côté, comme moi je peux le faire de mon côté, sur certains principes afin de tester, d'élaborer et de faire son propre avis sur la méthodologie pour la planification d'entraînement et ici en Aerox. Du coup, avant d'être hyper précis dans ce que compose une planification d'entraînement en Aerox, je pense qu'il y a des choses qui sont fondamentales et qui sont souvent oubliées par plein de personnes, alors que c'est la base et ce sont les bases d'une planification d'entraînement. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout d'abord de se fixer un objectif et des objectifs qui seront la ligne de conduite à tenir de votre planification. Pourquoi? Parce que si votre objectif c'est de faire 1 heure en individuel pro en Aerox, ou de finir un Aerox, qui sont deux objectifs très bien, vous n'allez pas du tout avoir le même investissement en termes de temps et d'entraînement pour y arriver. Et ça, c'est clair et net. Et souvent, on a un problème entre objectif et ce qu'on veut mettre pour y arriver. Et là, c'est la grosse erreur qu'on voit très régulièrement. C'est des gens qui s'entraînent énormément pour des objectifs qui ne demandaient pas forcément cet investissement. Et la situation inverse marche aussi, où on peut avoir des objectifs hyper élevés sans y mettre l'investissement qu'il faudrait. Donc, l'idée, c'est de se mettre un objectif ou des objectifs moyens et long terme et d'avoir des objectifs court terme qui nous permettent d'entretenir notre motivation à aller s'entraîner, mais également d'avoir un repère de notre niveau et de notre progression sur l'objectif moyen ou long terme. Ça, c'est la base. Ensuite, base numéro 2 que tout le monde oublie, c'est vos contraintes personnelles. On a tous des contraintes qui sont complètement différentes. On a tous des emplois du temps différents, on a tous une vie différente, des relations sociales qui sont différentes et qu'on aborde différemment. Et du coup, en fonction de ça, votre planif, elle doit s'adapter à ça et c'est pas l'inverse. Et souvent, les gens s'adaptent en fonction de la planification d'entraînement. Je pense que c'est une grosse connerie. Je l'ai fait par le passé où je voulais rentrer des séances coûte que coûte parce que c'était marqué que le mercredi, il fallait que je fasse ma séance d'intensité à pied alors que c'était une journée où je bossais de folie. À chaque fois, ça se passait mal et je finissais complètement cramé. Donc la règle numéro 1, c'est vous adapter à vos contraintes personnelles et ne pas s'adapter à votre planification. Sinon, c'est faire l'effet inverse et complètement se freiner dans votre progression, quoi. Donc pour moi, c'est se dire, en ce moment, j'ai ce boulot, ces contraintes perso, donc il me reste ce temps disponible. Qu'est-ce que je peux faire avec ce temps disponible pour atteindre l'objectif que je me suis fixé juste avant? Il y a également vos antécédents sportifs et ça, tout le monde l'oublie. Quels sont vos antécédents sportifs avant d'arriver en Aerox? Et ça, c'est vachement lié à votre ego, donc je mets les deux dans le même sac, antécédents sportifs et ego. Pourquoi je dis ça? Parce que en fonction de vos antécédents, votre planification, ça ne va pas être la même. Si vous venez d'un sport d'endurance, si vous êtes triathlète par exemple et que vous vous lancez dans l'Aerox, vous allez sûrement avoir une très bonne base d'endurance et le gros point à bosser sera en grande partie la force. Je prends l'inverse, quelqu'un qui vient d'un sport de force et qui faisait très peu d'endurance, vous vous doutez bien que la planification, elle va être complètement différente. C'est pour ça qu'appliquer une planification bêtement, sans prendre en compte tout ce qu'on vient de citer, vos antécédents et l'ego qui rentre en compte, vous avez de grandes chances de ne pas être dans la bonne direction. Donc il faut prendre en compte les antécédents et il faut également faire gaffe à son ego et je le vois parce que c'est de toute façon le monde des réseaux sociaux, d'Instagram en grande partie et de YouTube
pour l'Aerox, mais comme ça a été le cas pour le CrossFit ou pour le triathlon ou pour d'autres sports, ceux que vous voyez actuellement en Elite 15 en Aerox, c'était des gens qui étaient déjà des sportifs de très haut niveau avant que l'Aerox n'existe. Il n'y a personne qui a atterri en Aerox sans avoir fait jamais de sport ou pas spécialement et qui a explosé en Aerox du jour au lendemain ou en l'espace de 6 mois juste en s'entraînant de façon Aerox. Ça, c'est pas vrai, mais les gens se font un peu piéger avec ça. Tous ceux que vous voyez en Elite 15 ou tous ceux que vous voyez faire sub 1 heure en Aerox Pro, je prends l'exemple pour les hommes, c'est des mecs, avant que l'Aerox existe, étaient déjà à très haut niveau. Alors soit ils faisaient pas de compète, mais c'était des mecs qui s'entraînaient déjà énormément, soit c'était des anciens triathlètes, des mecs très forts en Spartan Race, en décafit, enfin voilà, ils avaient tous un gros niveau, on les prend 2, 3, 4 ans en arrière, vous les faites faire un 10 km ou un 20 km, ils avaient déjà un énorme niveau. L'Aerox est apparu et du coup, ils ont assemblé toutes les pièces qu'il faut pour être performant en Aerox et ils sont arrivés sur le devant de la scène. Le piège, c'est que d'un point de vue externe, vous voyez des gens performer et vous vous dites « mais l'Aerox est arrivé il y a 2 ans, du coup ces mecs-là en fait ils sont très forts en 2 ans, pourquoi ça ne pourrait pas être moi ?» Et en fait c'est un peu la connerie et le piège parce qu'on va avoir tendance à se dire « en fait s'ils l'ont fait, je vais pouvoir le faire ». C'est vrai. Mais ce que vous oubliez souvent, c'est que ce n'est pas ces 2 ans d'Aerox qui leur ont permis d'être au sommet. Ça fait souvent 5, 10, 15 ans qu'ils s'entraînent à haute intensité. Et que du coup, si vous espérez être très fort, par exemple, en Aerox, ça va vous prendre énormément de temps. Le souci, c'est qu'on est dans une ère où les gens ne veulent pas attendre. Les gens sont moins curieux et ne veulent pas attendre. Ils veulent performer tout de suite. Et c'est là qu'on est un peu dans l'erreur, où le cas typique, c'est la personne se fait un peu emballer par l'Aerox, ne voit que par l'Aerox parce qu'on a l'impression d'appartenir à une communauté, comme c'était le cas quand le triathlon a explosé ou CrossFit. On ne voit que Aerox, on ne pense que Aerox. On va se bourriner sur des séances pas possibles alors qu'on a des antécédents sportifs qui ne nous permettent pas de faire un volume pareil. Et au bout de 6 mois, 1 an, 2 options, soit on est flingué, soit on n'a pas progressé et on a exactement les mêmes perfs. Le nombre de mecs que je suis depuis 1 an en Aerox qui s'entraînent comme des bourrins et qui ont gagné 1 minute ou 2 seulement sur leur temps, bah, ils devraient peut-être se poser la question de se dire « je suis un peu tête baissée, je vais un peu droit dans le mur et par rapport à l'investissement que j'y mets, j'évolue pas forcément ». Voilà, c'était un point un peu long, mais je pense que c'est super important de comprendre tous ces principes avant même de parler de savoir si vous allez faire 5 fois 1000 ou 6 fois 1000 en course à pied. Ça, finalement, ça en découle de tout ce qu'on a pu dire avant. Alors, vous allez me dire, ouais, tu nous gonfles un peu avec toute ta théorie, commence à parler un peu d'Aerox, et du coup, c'est ce que je vais faire. Ce qui est super important pour commencer une planification, ou pour rentrer dans l'entraînement, pour progresser en Aerox, c'est d'avoir des métriques de base. J'avais déjà fait une vidéo dessus, même si je pense que j'aurais pu la faire différemment. Je pense que je ne me suis pas super bien exprimé dessus. Mais en tout cas, ce qui est super important, c'est d'avoir des tests de base ou des tests de départ qui nous permettent de comprendre et de savoir quel est notre niveau avant même de commencer. C'est important pour 2 choses. Pour voir quels sont nos déficits. Si par exemple, je me teste sur 5 km, 10 km et après je peux tester mes 1 RM en force ou d'autres tests qu'on peut faire, je peux directement avoir un peu de recul et un aperçu en me disant « Ah, ben, je suis plutôt bon en termes de force. Par contre, en termes d'endurance, j'ai quelques lacunes. Du coup, je sais que dans la planification, il va falloir que je prenne en compte ces résultats de base. » Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça nous permet d'avoir des éléments comparatifs dans notre progression et de savoir, en refaisant ces tests tous les X mois, de savoir si notre planification et notre entraînement nous fait progresser ou pas. Il y a 2 métriques pour le savoir finalement, c'est refaire les tests qu'on a fait au début ou voir si on s'améliore sur une compétition. Je pense qu'au final, les 2 fonctionnent. Si dans les tests de base, vous avez fait un 10 km et que 6 mois après, vous faites un 10 km, vous verrez directement si vous avez progressé en course à pied. Mais les résultats des courses fonctionnent aussi dans une certaine mesure, dans le sens où si vous avez fait 1h20 et que vous faites 1h10 à une autre compète, on sait que vous avez progressé et du coup c'est cool, vous pouvez l'utiliser comme repère. Ce qu'il faut juste faire gaffe avec ça, c'est que si vous avez fait 59 minutes à une compétition et que vous faites 58-30 3 ou 4 mois après, on ne peut pas forcément parler vraiment d'une progression parce qu'il y a quand même des éléments qui rentrent en compte sur une course, ne serait-ce que la rock zone, la disposition des exercices, et du coup ces 30 secondes ne sont pas forcément
autant significatif que si vous aviez gagné 10 minutes. Voilà, donc ça peut être les repères et c'est en tout cas ce qu'il faut avoir au début d'une programmation d'entraînement pour savoir d'où je pars, est-ce que je progresse et quel est mon niveau maintenant actuel au bout de 6 mois, 8 mois, 12 mois d'entraînement. Ensuite, hyper important, pour moi c'est les 4 règles d'or d'une planification d'entraînement. Le premier, la planification d'entraînement, elle doit être tenable sur le long terme. Je l'ai déjà répété sur plein de vidéos. Vous prenez une des semaines que vous avez fait actuellement, une semaine de base, pas une semaine vraiment spécifique, une semaine de base d'entraînement. Est-ce que cette semaine, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire par rapport à vos contraintes, à votre boulot, à la fatigue, à vos relations sociales, etc., est-ce qu'une semaine comme ça, vous pensez que vous êtes capable de la tenir sur 12 mois, 2 ans, 3 ans, etc. Si la réponse est non, c'est que vous êtes sûrement dans un schéma où la planification n'est pas bonne parce que vous allez exploser ou ne pas la suivre au bout d'un certain laps de temps. Alors que si vous me dites oui, c'est tenable complètement, ça veut dire que vous êtes sûrement sur la bonne voie de la planification en termes de volume et de charge sur une semaine. Donc c'est une métrique hyper importante. La deuxième, c'est est-ce que vous progressez? Donc par rapport à ce qu'on a dit avant, est-ce que les repères en termes de temps sur les courses ou par rapport au test de base, vous êtes en progression? Si la réponse est oui, c'est que la programmation est adaptée pour vous et que vous êtes sur une progression constante. Si au bout d'un an, vous refaites un Aerox et que vous avez exactement le même temps où vous avez gagné une seule minute, alors hormis cas exceptionnel pour ceux qui sont déjà à très haut niveau, une minute c'est énorme à grappiller, mais on va dire pour la majorité des gens, c'est que vous êtes en train de plafonner, il y a quelque chose à revoir. Associé à ça, il y a est-ce que vous vous blessez? C'est une très bonne métrique. Est-ce que vous avez été énormément blessé au cours de l'année? Parce que forcément, en Aerox, je ferai une vidéo dédiée, mais on est exposé à pas mal de blessures. Blessures en rapport avec la course à pied et blessures en rapport avec les exercices d'Aerox qui ne sont pas dangereux en soi, mais qui sont quand même beaucoup de charges en pliométrie. Pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude, on a souvent des problèmes au niveau tendineux. Donc, est-ce que vous vous blessez? Si vous n'êtes pas du tout blessé de l'année, eh ben, on a une charge et un volume qui est cohérent par rapport à ce qu'on peut encaisser. Si vous êtes tout le temps blessé, pareil, à revoir. Et dernier point que souvent les gens oublient, est-ce que vous prenez du plaisir à l'entraînement et est-ce que vous êtes content de suivre la programmation? Alors je ne vous dis pas qu'il faut être heureux à toutes les séances, je ne vous dis pas que quand on va s'envoyer une énorme cartouche, j'ai forcément le sourire aux lèvres. Comme tout le monde, c'est dur de faire beaucoup d'heures, de se rentrer dedans sur certaines séances où on n'a pas forcément envie d'y aller ou mentalement, au bout de 5 minutes, on a des idées noires. Mais au global, est-ce que la programmation vous plaît? Et ça, c'est super important. Je prends mon exemple, j'habite proche de la montagne. Là, actuellement, je fais beaucoup de ski de fond. C'est top le ski de fond et peut-être qu'à la place du ski de fond, je pourrais faire de la course à pied. Parce que ça se rapproche, c'est plus spécifique à l'Aerox puisqu'on est sur la course à pied et qu'on n'est pas en ski de fond. Mais le plaisir que j'ai d'aller faire du ski de fond et de faire ma zone 2, zone 3, zone 4 en ski de fond, il est tellement plus important que de le faire en course à pied que finalement, je vais être plus capable de vouloir m'entraîner derrière et de vouloir tenir ma prog parce que je me régale à l'entraînement. Et ça, c'est hyper important. Il y a des gens vraiment qui bourrinent sans prendre de plaisir. Je pense que ça a une certaine limite et qu'au bout d'un moment, si vous faites 3 heures par semaine, de bourriner, ça va. Quand vous allez passer à des volumes à 10-15 heures par semaine, si c'est à chaque fois je serre les dents et je me rentre dedans sans aucun plaisir, c'est direction le mur. Donc du plaisir à l'entraînement, une règle d'or à appliquer et à suivre. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est analyser l'Aerox en tant que tel. L'Aerox, c'est principalement de l'endurance au niveau cardiovasculaire et de l'endurance de force au niveau musculaire. Ça, c'est super important parce qu'on va planifier en fonction de ça. Ensuite, en troisième point, on peut rajouter une partie technique qui est également hyper important. Je parle de la technique pour la course à pied, parce que ça nécessite une certaine technique pour progresser. Je parle de la technique pour les ergomètres, donc ski erg et rameur, et je parle de la technique sur les 6 autres stations de l'Aerox qui nécessitent de les travailler d'un point de vue technique
pour être plus efficace et performant en Aerox. Alors maintenant, je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails de chaque partie en mettant en rapport ce qu'il faudrait faire pour optimiser une planification d'Aerox pour progresser. Ce que je ne vais pas faire par contre, c'est vraiment expliquer tous les termes dans les moindres détails. Il y a toutes les vidéos qui existent sur YouTube ou sur Internet sur ces termes-là spécifiques, que ce soit pour l'endurance ou pour la force. Donc je vous laisse un petit peu être curieux sur ça et je pense que c'est important de le faire. Premier point, l'endurance. Donc on parle d'endurance là au niveau cardiovasculaire pour l'Aerox. C'est forcément la composante majoritaire en Aerox et pour moi, du coup, il va falloir privilégier certaines choses. La première chose, c'est qu'il est important, peu importe votre planification, mais encore plus si vous faites un gros volume, d'intégrer un gros travail aérobie en zone 1, zone 2. Pourquoi? La plupart des entraînements assez violents type Aerox ou d'entraînement de force sont vachement impactants au niveau de l'organisme et on se doit donc d'être non seulement frais pour réaliser ces séances, mais en plus de récupérer totalement de ces séances. Le seul moyen pour continuer à s'entraîner en pouvant optimiser ces séances quand elles arrivent et en récupérant de ces séances, c'est de placer des séances de basse intensité qu'on appelle et qu'on entend maintenant sous forme de zone 2. Mais c'est ça, des séances à basse intensité qui doivent être un élément majeur. Et je le dis encore plus si vous avez un gros volume. Parce que si vous avez un gros volume, toutes les heures que vous allez devoir ajouter sont en majorité des heures à basse intensité. La seule différence que moi je vois, c'est que si vous faites que 2 ou 3 heures par semaine, c'est difficile de faire 80% de votre volume en basse intensité parce que la progression va être vachement limitée. C'est pour ça qu'on en revient toujours au même. Tout dépend du contexte et de l'individu, mais pensez plutôt à une chose hyper importante. Soyez frais pour vos séances de qualité et récupérez comme il faut de ces séances de qualité. Pour le faire, vous êtes obligé de mettre des séances à basse intensité pour pouvoir continuer de s'entraîner et de respecter tout ça. Deuxième point hyper important, c'est la spécificité de la course à pied. L'Aerox est composé de course à pied majoritairement et vous vous doutez bien que plus vous êtes spécifique, plus vous progresserez dans la discipline. Donc, pour progresser en course à pied, le plus important et ce qui marche le mieux forcément, c'est de faire ces entraînements en course à pied. Le seul souci de ça, et on est tous confrontés à ça, c'est que la course à pied, c'est traumatisant, ça met énormément de charge au niveau articulaire sur l'organisme et du coup, on s'expose énormément à la blessure. Et c'est là où on est tous différents. Il y en a qui supportent beaucoup plus la charge en course à pied que d'autres. Il y en a qui arrivent à être un peu moins progressifs que d'autres sans se blesser. Il y en a qui sont hyper progressifs, qui courent très peu, qui sont quand même blessés. Et du coup, là, on n'est pas tous égaux. Alors, pour plein de facteurs, que ce soit génétique, mais également sur la prévention de blessures, sur le renforcement, etc. Mais du coup, ça doit être propre à chacun et c'est un des éléments les plus importants. C'est pas parce que votre voisin il performe et il fait 80 km semaine en Aerox que vous allez performer en faisant 80 km sans vous blesser. Ce qu'il faut trouver, en gros, c'est le spot où vous sentez que vous continuez bien à progresser en course à pied en évitant au maximum le risque de blessure. Mais ce qui est sûr, c'est que pour progresser, si vous avez le choix entre 1 heure de course à pied et 1 heure de vélo, c'est les 1 heure de course à pied qui vont faire plus progresser. C'est sûr et certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Je prends mon cas pour vous expliquer. Moi, je fais vachement gaffe parce que je sais que dès que je monte à un volume un peu important en course à pied, important pour moi, j'ai tendance à avoir des débuts de douleur, tendon rotulien, tendon d'Achille, etc. que je pourrais mieux manager, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas, je le sais et du coup, je m'adapte en fonction. Donc moi, typiquement, j'ai beaucoup de sports croisés. Je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de ski de fond là en ce moment, et ça peut être du rameur ou du ski erg. Donc voilà, la spécificité, c'est la course à pied, mais vous devez trouver un point où vous progressez en course à pied en minimisant le risque de blessure. Point hyper important. Alors autre point où je vais être un peu cassant parce que je pense qu'on ne le rabâche pas assez, soyez
moins spécifique loin des échéances, soyez plus spécifique à l'approche des compétitions. Je sais que déjà beaucoup de gens s'en moquent forcément de performer et font ça pour se défouler, mais il y en a d'autres qui veulent performer et qui n'arrivent pas à entendre ça. C'est que arrêtez de vouloir aller aux entraînements, de vous mettre une cartouche totale, de faire des simulations d'Aerox ou des entraînements type Aerox tout le temps, et encore plus loin des échéances. Honnêtement, ça n'a aucun sens. Déjà, travaillez sur votre technique de course à pied, travaillez sur des séances pures en course à pied pour progresser, et quand vous arrivez spécifiquement à l'approche des compétitions, on va dire par exemple à 4-5 semaines des compétitions, intégrer ce qu'on appelle simulation d'Aerox, mais ce n'est pas forcément un Aerox, mais des entraînements combinés, des compromise running, pour progresser et assembler tout ce que vous avez bossé dans la prépa générale. Mais se mettre toutes les semaines, comme je vois dans toutes les progs, 800 mètres de course à pied, 40 mètres de burpees, 800 mètres de course à pied, 50 mètres de sled push, bah pour moi ça ne fait pas sens, encore moins loin des échéances. Vous n'êtes pas efficace sur les exos, la course à pied n'en parlons pas, vous êtes sous fatigue, donc la technique elle est complètement mauvaise, et en plus vous courez à des allures sous fatigue qui sont pas du tout bonnes et intéressantes pour se développer, quoi. Alors moi, à l'approche des compétitions, bien sûr que je vais faire du compromise running et je vais faire ces séances type pour habituer mon corps à l'effort, à ce type d'effort. Mais je prends mon exemple là pour Marseille qu'on a fait, on a couru en 58 minutes. J'ai fait très peu de simulation d'Aerox. J'ai privilégié un vrai travail en course à pied pur pour développer ses qualités, parce que moi c'est sur ça que je dois bosser, que me mettre des cartouches toutes les semaines. Et en plus de ça, c'est hyper taxant. Des entraînements type Aerox, c'est hyper taxant parce que musculairement c'est dur et au niveau cardiovasculaire c'est dur. Donc vous tapez dans les deux facettes, là où sur les entraînements que de course à pied ou que de force, vous allez avoir un gros impact, mais que sur un des deux. Donc ça, je trouve que c'est une grosse bêtise. Malheureusement, il y en a pas beaucoup qui l'entendent, et je me dis heureusement d'un autre côté, parce qu'au final, les gens progressent très peu, ce qui est affreux à dire, mais ça nous laisse plus de place pour progresser, pour ceux qui ont un peu compris comment s'entraîner sérieusement. Donc voilà, pour résumer, soyez moins spécifique loin des échéances et intégrez progressivement de la spécificité à l'approche des compétitions, c'est super important. Ne pensez pas qu'il y a besoin de se mettre des cartouches d'Aerox toutes les semaines, c'est n'importe quoi. Et dernier point hyper important pour cette partie endurance, et là c'est à débat, et je suis un peu moins critique parce que je pense qu'il faut être assez ouvert à tout ce qui peut se faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous prenez les Elite 15, tout le monde s'entraîne un peu différemment, il n'y a pas une recette miracle, même s'il y a quand même des choses qui s'en rapprochent sur le contenu des entraînements pur en course à pied, puisque c'est la dominante la plus importante pour performer en Aerox. Il y a ceux qui sont pro séance de vitesse. Tout ce que j'entends séance de vitesse, c'est des séances où vous courez plus vite que votre allure 10 km. Il y en a qui sont un peu plus pro seuil, donc seuil 2. Et puis après, on va avoir tous les types de séances où on va essayer d'être efficace sous fatigue, ou plein d'autres séances types de course à pied. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, avec ce que j'analyse et ce que je vois, c'est quand vous êtes en individuel en Aerox sur une compétition, votre pace que vous courez sur les 1 km, vous êtes très proche pour la majorité des gens de votre seuil 2. Je vous laisse aller voir ce qu'est le seuil 2, il y a eu plein de vidéos qui sont faites dessus et ce serait trop long de rentrer dans les détails. Mais globalement, vous êtes sur les 8 fois une borne et à la rock zone sur votre seuil 2. Donc vous avez quand même intérêt à développer cette qualité. Le seuil 2, il est apparu et il a été connu sous forme de méthode norvégienne. C'est comme ça qu'on l'entend, ou du double seuil. Mais ce seuil 2, il est important parce que c'est l'allure à laquelle vous allez passer le plus de temps en Aerox. Donc il faut forcément s'y exposer. Je prends un exemple, quelqu'un qui prépare un marathon. Sur les périodes spécifiques, il va quand même faire beaucoup d'entraînements où il va passer du temps à cette allure marathon pour habituer le corps à être efficace à cette allure. Et en Aerox, ça fonctionne pareil. Donc le seuil est hyper important et les gens ne le font pas parce que le seuil, c'est une allure où vous n'êtes pas dégommé complètement et du coup, on a l'impression de ne pas s'être défoulé totalement et on revient dans ce qu'on disait avant. J'ai pas l'impression de me mettre une cartouche, je me défoule pas assez et du coup, c'est pas efficace. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est faux.
J'ai quasiment fait uniquement du seuil, ou du moins 90% de mes séances d'intensité étaient du seuil pour Marseille. Et pourtant, à Marseille, on a couru 20 secondes par kilomètre plus vite que ma vitesse au seuil. Et ça ne m'a pas empêché de courir plus vite. Voilà, après, ça dépend du contexte, ça dépend où on en est de la saison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de séances de vitesse, bien sûr qu'il faut en intégrer. Des séances de VMA courte, VMA moyenne, des séances combinées, c'est également important. Mais je pense que si vous intégrez pas du tout de seuil 2 dans vos planifications, c'est que vous n'avez pas analysé correctement la discipline. Il faut s'exposer un maximum à ce que vous allez rencontrer en compétition. Ce que vous rencontrez en compétition en course à pied, c'est une allure qui est proche de votre seuil 2. Voilà, c'était le petit conseil pour la partie endurance. Malheureusement, je ne peux pas trop développer dessus. Et on va attaquer la partie force. Donc, pour la partie force, on a dit que l'Aerox se composait majoritairement d'endurance, de force. C'est assez simple à voir. Si vous prenez toutes les stations, hormis donc ski, erg, rameur, mais on prend vraiment plutôt force pure, donc que ce soit les sleds, les fentes, burpees, wall ball, etc. Vous pouvez voir que vous faites un nombre de répétitions qui est très important. Donc, vous êtes sur une composante d'endurance, de force, et ça doit être une priorité dans la planification de votre entraînement. En rapport avec ça, ce qui est forcément super important, c'est votre force max. Plus vous avez une force max développée, typiquement sous forme de 1RM, mais ça peut marcher avec d'autres composantes, plus vous aurez une endurance de force qui sera élevée. Il n'y a pas que la force max qui est importante, puisqu'il y a aussi l'économie sur les mouvements, mais ça, ce sera dans la partie technique. Mais en tout cas, développer sa force max vous aidera forcément à développer votre endurance de force. On comprend donc qu'à l'intérieur de votre planification, vous devez non seulement développer votre force max. Si je peux donner un conseil, c'est plutôt bien de la développer assez loin des échéances parce que c'est assez taxant au niveau nerveux et que si dans les mêmes semaines vous faites de la force max et des énormes séances d'intensité ou de compromise en période spécifique, ça va être très costaud au niveau de l'organisme. Donc moi, c'est mon avis, mais je pense que c'est assez bien de, loin des échéances, développer sa force max et par contre de faire des rappels et d'essayer de la conserver jusqu'à échéance en intégrant en parallèle de l'endurance de force. Ce qu'on appelle par endurance de force, c'est un certain nombre de répétitions qui est assez élevé sur le mouvement. Ça, c'est mes deux conseils principaux. Le dernier que je dirais dans la partie force, qui est hyper important, c'est essayer de développer votre force sous différents patterns de mouvement. Je pense que pour être bon au sled push, bien sûr qu'il faut faire du sled push, mais il faut être bon sur des angles de force différents. Bossez votre sled push, mais développez votre sled push en faisant des front squats, des Bulgarian split squats, des fentes, des choses comme ça qui vont bosser différemment au niveau musculaire avec un pattern différent que le sled push, mais qui vont être très bénéfiques dans la progression d'un mouvement en particulier. Donc voilà, je vous dirais de bosser des patterns différents en termes d'exercice pour avoir une idée d'être le plus fonctionnel possible afin d'être efficace sur tous les mouvements d'Aerox. Toujours le même principe, plus vous allez vous rapprocher de la compétition, plus il est intéressant de faire les mouvements spécifiques que vous allez avoir en Aerox pour se rapprocher des sensations que vous aurez en compétition. Ça, c'était le petit point sur la partie force. Ensuite, dernière composante, la composante technique qui est souvent complètement zappée. On se focalise que sur l'endurance et la force alors qu'il y a une grosse partie technique. Les mouvements d'Aerox, ils ne sont pas aussi techniques que des mouvements de CrossFit. Et ça, c'est clair et net, c'est pas de la gym, c'est pas de l'haltéro. Par contre, d'être technique sur, numéro 1, la course à pied qui est tout le temps oubliée, c'est hyper important. Faire des gammes, bosser sa technique. La plupart des gens courent pas très bien alors que c'est un mouvement hyper technique et de progresser sur sa technique en course à pied, ça vous fera progresser énormément sur vos temps en course à pied.
Donc bosser sur de la technique, non seulement en course à pied, mais également sur le reste. Sur le reste, j'entends ski erg et rameur. Autant rameur, ça va pas trop mal de ce que je vois, autant ski erg, je pense qu'en compétition, je prends une ligne totale où il y a 20 mecs, je sais pas s'il y a plus d'une seule personne qui sait faire du ski erg correctement. La plupart des gens bourrinent n'importe comment, s'épuisent complètement. Alors ça passe parce que c'est la première station, mais autant vous dire qu'en Aerox Pro, si vous faites n'importe quoi, vous ne serez jamais devant et vous ne serez jamais efficace. Donc le ski erg catastrophe, rameur, ça va à peu près de ce que je vois. Et ensuite, bosser la technique sur tous les mouvements parce que ça reste de la technique. On a parlé de la force max pour être plus fort sur les stations, mais cette force max, elle s'associe à votre économie de mouvement et cette économie de mouvement, elle passe par une bonne technique sur chaque mouvement. Donc, il faut passer du temps, avoir la bonne position, que ce soit sur les wall balls, sur la position sur des sleds, etc., qui vous feront un gain de performance hyper important et du coup un gain de temps sur vos compétitions d'Aerox. Allez, promis, on a bientôt fini. Donc ce que je voulais rajouter, vous avez pris tous les points sur lesquels on a parlé, vous avez mis ça en place et vous vous dites maintenant qu'est-ce que je peux faire pour progresser. Je pense qu'il y a deux leviers sur lesquels vous pouvez appuyer, c'est le volume et l'intensité. J'entends par là que c'est deux leviers qu'il faut utiliser à bon escient si vous êtes dans une situation où on n'arrive plus trop à progresser. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout le temps augmenter son volume ou tout le temps augmenter son intensité. C'est en tout cas deux paramètres hyper importants à moduler en fonction de la période de la saison et sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour avoir un impact différent sur vos performances. Voilà, donc intensité et volume, je pense que c'est les deux leviers principaux sur lesquels il faut jouer. Dernier point de cette vidéo hyper longue, si vous en êtes encore là, on n'en parle pas assez, mais pour moi c'est fondamental, c'est votre hygiène de vie au global. On parle souvent d'entraînement, de séances, de composition des séances, etc. Le souci, c'est que les gens sont des champions de l'entraînement. Par contre, c'est loin d'être des champions de la récupération et de l'optimisation des paramètres de récupération. Il y en a plein qui sont très bons pour se mettre 10, 12, 14 heures par semaine d'entraînement. Par contre, au niveau de la récupération et de l'optimisation des bénéfices, c'est le niveau 0. Et du coup, vous perdez énormément en progression. Ce que j'entends par hygiène de vie et optimisation de la récupération, c'est, et vous les connaissez, les facteurs principaux avec numéro 1, je pense, le sommeil, 2, l'alimentation et 3, je dirais, le stress. J'entends pas le stress par le stress au global et du coup, tout ce qui peut générer du stress dans sa globalité dans votre vie. Donc ça peut être la charge mentale, ça peut être la charge physique. Voilà, c'est le stress au global. Je pense déjà que quand vous gérez alimentation, sommeil et stress, vous avez déjà fait une bonne partie du boulot. Après, on peut rajouter tout ce qui est optimisation de récupération, massage, bain froid, sauna, pressothérapie, compléments alimentaires. Mais ça, c'est des gains assez marginaux au final. C'est OK et c'est optimisable, mais si tout le reste est optimisé. Souvent, du coup, on voit l'inverse, des gens qui essayent d'optimiser en cherchant le complément alimentaire qui va nous faire progresser, alors que tout le reste n'est pas forcément hyper optimisé. Voilà, donc ça, sujet hyper important. Je pourrais peut-être faire d'autres vidéos pour revenir là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est des sujets qu'on connaît tous. C'est juste que faire une petite piqûre de rappel, ça, c'est toujours important. Pour finir la vidéo, parce que ça a été hyper long, je pense que j'en ai perdu certains, mais au moins, ça me tenait à cœur de faire la vidéo et je sais que quand j'aurai du monde qui me posera certaines questions, je renverrai directement à cette vidéo. C'est pour ça que j'ai essayé de la détailler un maximum et ça sera un point d'ancrage sur mes vidéos YouTube. La chose que je voulais vous dire, qui est un peu en dehors de tout ça, même si ça en fait partie, l'Aerox, ça reste un plaisir et ça reste quelque chose où vous devez prendre du plaisir et être content de participer à des compétitions sans que ça tombe dans le délire, et ça c'est mon avis. Pourquoi? Je le disais un peu tout à l'heure, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de l'Aerox,
Ça fait un peu ce qui s'est passé à l'époque en CrossFit, même si moi j'ai jamais été trop crossfitter. Par contre, je l'ai vu également au triathlon. On a vite tendance à basculer dans la connerie avec l'Aerox, comme dans le CrossFit et le triathlon à l'époque, dans le sens où on a l'impression d'appartenir à une communauté. On a l'impression, alors du moins plus difficilement maintenant, parce que pour se qualifier au championnat du monde c'est plus difficile, mais on a l'impression d'être très vite très fort dans quelque chose alors qu'on n'a peut-être pas été très fort dans d'autres disciplines avant. Et du coup, ça prend un engouement énorme, qui est au final trop bien, parce que ça pousse les gens à faire du sport, et la finalité, c'est que d'un point de vue santé, c'est trop bien de se bouger et de faire du sport. Mais je vois des gens qui tombent dans un délire pas possible, c'est-à-dire que les gens sont prêts à sacrifier des moments de relations sociales, de plaisir, de famille, de potes, par rapport à des objectifs d'Aerox qui sont des objectifs minimes au final. Je peux comprendre que vous êtes athlète élite 15, que ça devient votre métier parce qu'il y en a certains qui en vivent maintenant et du coup qui font tout pour optimiser. C'est ok et ça s'entend. Et à la limite, tout s'entend parce que chacun fait ce qu'il veut. Mais quand je vois, parce que j'en ai vu certains sur Insta qui plaquent tout au niveau de leur vie, qui ont des niveaux faibles et qui se disent dans un an, mon objectif c'est de rentrer en élite 15 et d'être pro. Mais là, non seulement vous vivez dans un rêve, et en plus, vous êtes en train de passer à côté de certaines choses qui, à mon avis, sont plus importantes. Je peux vous le dire parce que, honnêtement, quand je fais un Aerox, je prends Marseille, finalement, qu'on fasse 58 minutes. Alors d'ailleurs, il y a l'objectif de rentrer au championnat du monde, mais s'il n'y avait pas cet objectif de championnat du monde, que je fasse 58 minutes ou 1h02, honnêtement, quand je suis rentré le jour d'après chez moi, que je reprends mon quotidien, que je bosse en tant que kiné, et que je reprends ma vie de tous les jours, ça ne change pas du tout mon quotidien. De ce que je me rappelle, c'est j'ai passé un bon week-end avec des potes, on s'est donné, c'est trop cool. Et voilà, c'est ce que j'en retiens. Mais honnêtement, je ne suis pas défini par mes performances que je fais en Aerox, et ça ne sera jamais le cas. Et j'en vois qui tombent dans ce délire-là. Après, il n'y a pas de jugement, mais ça reste de l'Aerox. C'est cool parce que ça apporte plein de choses, de dépassement de soi au niveau santé, etc. Mais où on a vite tendance à partir dans la connerie de mettre all-in dedans, alors qu'on est très très loin de pouvoir mettre all-in dedans. Et je pense que c'est pas une chose qui est super intelligente. Et en plus de ça, bien souvent, quand on met tous les œufs dans le même panier, ça finit pas très très bien. Et je pense que c'est des gens équilibrés qui performent sur le long terme. Voilà, ça serait mon conseil. Et n'oubliez pas que les mecs qui vous font rêver en Aerox et qui font des temps pas possibles, et je prends les mecs de l'élite 15, c'est des mecs qui sont des athlètes de haut niveau, pas forcément dans une discipline depuis des années, et que pour y accéder, enfin déjà on aura, parce que je me mets dedans, très peu de chances d'y arriver un jour, même si moi c'est pas spécialement un objectif, et je veux pas décourager les gens, mais que faut pas oublier tout le boulot qui a été fait avant. Ne vous laissez pas berner par une sensation que ce niveau-là est accessible hyper rapidement en l'espace de 6 mois ou 1 an. C'est toujours le même problème, il faut être patient. Il faut kiffer le processus parce qu'une préparation c'est 6 mois, une compétition c'est 1 heure, donc vaut mieux kiffer son processus que kiffer sa compétition. Voilà, c'était pas un truc moralisateur du tout, c'était juste mon point de vue sur ce que je vois et l'engouement qu'il y a en compétition. L'Aerox c'est trop bien, c'est trop cool que ça perce. J'en profite également parce que je fais des vidéos dessus. Mais voilà, c'était petit tips de prévention et d'un avis personnel. Sur ce, je vous laisse ici. Ça fait une grosse vidéo. Il n'y a plus d'excuses de ne pas avoir de contenu français qui explique dans le détail ce qu'il faut faire en Aerox, du moins mon propre avis. Et je suis hyper ouvert si vous avez des questions ou même des choses à me dire en commentaire. Comme d'hab, je suis bien ouvert à la discussion. J'ai l'air d'être assez borné dans ce que je pense, mais je suis assez ouvert, c'est juste que je le dis d'une façon assez sèche. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite bonne continuation dans vos préparations ou dans vos objectifs en Aerox et dans la vie en général. Allez, ciao!